Bonjour et bienvenue dans C'est Politique. Aujourd'hui, nous recevons François Bayrou, président du MoDem et député des Pyrénées-Atlantiques. A-t-il l'intention et la possibilité d'être, comme en 2007, le troisième homme de l'élection présidentielle de 2012? Que pense-t-il de la situation internationale et par exemple de la position que prend la France face à la Libye? Quelle est son analyse de la montée du Front National? Il y a beaucoup de questions à lui poser. Bonjour François Bayrou. Bonjour. On va dire quelques mots pour commencer, et peut-être même plus que quelques mots sur le Japon. Le Japon est un peuple qui habite sur une zone sismique très dangereuse. Dans son histoire, il a connu la première attaque à la bombe atomique, et la seule d'ailleurs, dans l'histoire aussi. Quand on est japonais, on est tout de suite avec un rapport au risque, à la mort, à l'avenir, assez différent de celui d'un Français par exemple. Oui, c'est vrai, il se trouve que je rentre du Japon. Ah bon? Et que j'y étais il y a encore peu de semaines, pour un séjour d'une semaine. Et que c'est très impressionnant en effet de découvrir, lorsqu'on essaie d'entrer dans l'âme du peuple japonais, de découvrir un rapport à la mort et peut-être à la vie qui est assez différent du nôtre. Et on est frappé par exemple d'une chose, c'est que les bâtiments ne subsistent pas au travers du temps, ils sont constamment reconstruits, y compris les temples les plus sacrés, qui sont l'objet perpétuellement d'un renouvellement profond. Et c'est probablement, naturellement, dû aussi, pas seulement à la mentalité confucéenne, mais, comme on dit, philosophiquement, mais aussi aux risques auxquels ils sont constamment confrontés. Je pense qu'il est juste de commencer en disant qu'il y a probablement plus de 10 000 morts dans un tremblement de terre qui aura été un des plus violents des 100 dernières années, sur la planète tout entière. 8,9 sur l'échelle de Richter, on a tous entendu ce chiffre, et il est effrayant parce que quand on saute d'1 degré sur l'échelle de Richter, la violence de l'énergie dégagée est multipliée par 30. 30! Quand on est à 8,5, c'est 30 fois plus que lorsqu'on est à 7,5. Et 7,5, c'est déjà un séisme énorme. La question qui se pose, bien entendu, c'est comment, pourquoi, avec quelle précaution a-t-on fait des centrales nucléaires sur cette zone qui est la plus fragile en face des tremblements de terre? Alors en même temps, le Japon est le troisième pays nucléarisé au monde. Il y en a beaucoup, des centrales nucléaires. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une erreur? 80% de leur énergie, c'est considérable ce que vous dites. D'abord, oui. D'abord, naturellement, je respecte le gouvernement du Japon et les décisions qu'il a prises, et je n'ai pas du tout à faire de polémique sur ces sujets. Mais ici, ce n'est pas d'un accident qui tient au mécanisme des centrales nucléaires qu'il s'agit. C'est d'un accident qui est provoqué par un événement extérieur qui vient briser le mécanisme de refroidissement. Et c'est vrai qu'on peut très difficilement imaginer des centrales nucléaires dans une région sismique. Moi, j'ai un souvenir, un tout petit souvenir par rapport à ces drames-là. Il y a 20 ans, on avait imaginé, ou on entendait dire qu'on pourrait faire une centrale nucléaire dans les Pyrénées. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'est ce que je pense aujourd'hui. Sur les zones sismiques, sur les zones à risque, évidemment, les centrales nucléaires ne sont pas recommandées. Il y a une chose à demander au gouvernement français aujourd'hui, c'est la transparence absolue sur les facteurs de risque qui existent sur nos centrales nucléaires. Et le gouvernement doit prendre cette initiative. De passer du Japon à la France. Ce débat ne s'enclenche pas un peu vite et sur des bases un peu, vous ne pouvez pas. Friables. La situation n'est pas la même, mais vous ne pouvez pas éviter que les populations qui vivent ou qui vivent auprès des centrales nucléaires ou qui les rencontrent se posent ce genre de questions. J'ai toujours défendu l'idée que la transparence était le meilleur recours. Je suis absolument certain que ceux qui ont voulu et conçu les centrales nucléaires sont des gens de bonne foi, des scientifiques de très haut niveau, qui envisagent les risques, et il n'y a pour moi qu'un moyen de faire que les populations soient non seulement rassurées, mais assurées
en face des centrales nucléaires, c'est qu'on dise à eux ou à leurs représentants tout ce qu'il faut dire pour garantir que les risques sont pris en compte. Vous donnez l'impression qu'il y a volontiers, alors pas de transparence, peut-être même une tendance au mensonge. Un de vos proches au MoDem, ancien Vert, Jean-Luc Benamias, aujourd'hui même dans le journal du dimanche, a dit que la situation au Japon ressemble comme deux gouttes d'eau à Tchernobyl. Au départ, on dit qu'il ne se passe rien, puis on est dans le mensonge et on dit que tout est sous contrôle. Vous ne trouvez pas qu'on va un peu vite à parler de mensonges? Non, en plus, c'est pas tellement analogue à Tchernobyl où pour le coup, il n'y avait pas d'enceinte de confinement, tout avait explosé. C'est plutôt semblable, on le sait aujourd'hui, à Three Mile Island de 1979 en Pennsylvanie. C'est pas très rassurant. Est-ce que vous trouvez pas que est-ce que vous trouvez ça responsable de la part des politiques français de faire déclaration? Jean-Luc Benamias, qui est un homme que j'estime beaucoup et qui est très estimable, a toujours nourri ce genre de crainte et demandé ce genre de précaution. Et naturellement, on a tous le souvenir, quand il y a un accident de cet ordre, des propos officiels. Et les propos officiels reflètent rarement la réalité comme elle est. Moi, j'ai tout à fait confiance dans la responsabilité des dirigeants et des scientifiques japonais, mais on a le droit de demander la transparence. Il n'est pas le seul. Je lisais des déclarations de scientifiques nucléaires américains qui disaient exactement la même chose, qui disaient attention, ce qu'on nous dit pour nous ne nous rassure pas complètement, parce que, comme vous savez, alors peut-être on peut entrer dans le détail un peu plus, il semble que des éléments de combustible nucléaire aient été hors d'eau, pour les refroidir, et qu'on puisse craindre qu'un processus de fusion ait commencé. Et pour la France, est-ce que vous dites clairement aujourd'hui, parce que vous avez parlé de transparence sur les conditions de sécurité, est-ce que vous allez plus loin et vous dites qu'il faut mettre le haut là concernant le programme de nucléarisation de la France? Là, c'est vous qui faites le saut, si je puis dire. Je pose une question, c'est mon travail. Je pense que l'énergie nucléaire est une énergie, en raison des puissances qu'elle dégage, qu'il faut naturellement envisager et installer avec le maximum de précautions possible. Et qu'il n'y a qu'un moyen de garantir le maximum de précautions possible. C'est que, y compris ceux qui doutent du nucléaire, ou ceux qui sont inquiétés par le nucléaire, comme Benamias par exemple, puissent, pas seulement, mais il y en a beaucoup d'autres, puissent avoir accès à toutes les informations. En France, et ce n'est pas un reproche que je fais, c'est une constatation. On a eu on n'est pas dans le secret, très long, si. On est un pays démocratique, beaucoup, on sait à peu en près France, que des conditions de sécurité sont le monde du nucléaire a été un monde qui a beaucoup cultivé le secret. Eh bien, il faut que chacun fasse l'effort de comprendre que la transparence est nécessaire pour la cohésion autour de ces grands projets. Et donc, je pense qu'il faut associer tout le monde, y compris ceux qui sont contre. Donc, il faut qu'ils puissent poser des questions. Il faut qu'ils aient le droit de poser des questions. C'est pas ce que vous dites. Pas revenir en arrière. Je pense que ça n'est pas la fin du nucléaire, c'est la condition pour que le nucléaire soit sauvegardé. Si on veut éviter des mouvements qui sont des mouvements d'inquiétude et passionnels, alors il faut que la transparence soit garantie par les pouvoirs publics. Et la transparence, ça ne peut pas être seulement ce que le pouvoir dit des faits. C'est le droit pour chacun de poser des questions, y compris pour ceux qui sont contre un programme aussi important que le programme nucléaire français. Mais je ne crois pas que ça doive être la fin du nucléaire, parce que le nucléaire, comme vous le savez, c'est ce qui nous garantit de pouvoir produire de l'énergie sans CO2. Sans les pollutions de l'atmosphère qui produisent l'effet de serre. Mais évidemment, il n'y a pas d'énergie sans danger et sans risque. Donc vous dites plus de transparence, suggérant par là qu'il n'y en a pas assez. Alors on va peut-être quand même parler aussi de vous, justement, et de votre position dans le champ politique français. Vous aviez été le 3e homme de l'élection présidentielle de 2007. Vous êtes un centriste souvent critiqué pour son ambition très personnelle, tête froide face au ni PS ni UMP qui semblent traverser l'opinion, et certain que tout cela sera bon pour vous et pas seulement pour les extrêmes. Voici le portrait de François Bayrou réalisé par Sophie Pagès. Quiconque prononce le mot centre, il doit avoir une attitude indépendante. Ni à droite, ni à gauche,
Depuis près de 30 ans, il a choisi d'être au centre pour y imposer son nom. Je peux peut-être vous rappeler une fois de plus qu'on ne dit pas Bayrou mais Bayrou. François Bayrou, ou l'ex-troisième homme, candidat aux 7 millions de voix en 2007. À l'époque, il remplissait Bercy, mais depuis, connaît une traversée du désert. Tout le monde sait que rien n'est facile, que rien n'a été facile. Lâché par la plupart de ses troupes, François Bayrou a créé son propre gouvernement, un cabinet virtuel de 22 ministres, selon lui, pas plus fantôme que ses anciens lieutenants, débauchés par le président. À quoi servez-vous? À gonfler les roues de secours, à cirer les strapontins. Face à l'éclatement de la famille centriste, le député des Pyrénées-Atlantiques souhaite prendre de la hauteur. Je ne plonge pas dans les paniers de crabes. Il y a 3 mois, il remettait son titre en jeu. Réélu sans problème à la tête du MoDem, François Bayrou veut aujourd'hui jouer l'union, rassembler sa famille politique et, si possible, sous son nom. Il y aura un candidat du centre à l'élection présidentielle et un seul. Après 2002 et 2007, candidat pour la 3e fois. D'ici 2012, la route est longue, mais François Bayrou, persuadé que son heure viendra. À l'heure actuelle, vous êtes crédité de 5 à 8% d'intention de vote si vous vous présentiez à l'élection présidentielle au premier tour. Vous allez vous présenter? Vous êtes en réflexion? J'ai prononcé cette phrase pas par hasard. Il y aura un candidat du centre à l'élection présidentielle et un seul. Et il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Alors peut-être on pourrait s'arrêter une seconde à ce qu'est la nature de cette proposition politique que je porte en effet depuis longtemps. Le centre ou le MoDem? Le MoDem d'abord. Il y a beaucoup de gens au centre. Hein, le mouvement démocrate, c'est l'incarnation actuelle de ce grand mouvement politique-là. Il s'appelle démocrate aux États-Unis, il s'appelle démocrate au Japon, et nous l'appelons démocrate en France. Alors quelle est sa spécificité justement? Oh, c'est une chose extrêmement simple, et si vous me permettez de le dire, très forte. Les autres mouvements politiques voient le pays comme une division, comme un affrontement entre camps. Et nous voyons le pays comme une unité. Spécialement en face des défis qui sont les siens et qu'il va devoir relever et qui sont extraordinaires au sens propre du terme. Spécialement en face de ces défis-là, nous disons il faut un pays qui travaille à son unité et pas à sa division. Et pour qu'il travaille à son unité, alors il faut comprendre quelque chose d'assez simple, qui est que les grands courants démocratiques du pays sont tous fréquentables. Qu'on peut parler avec tous, qu'on peut rechercher, Pardon, je décrypte un peu quand même. Ouais, on peut s'allier avec chacun. Rechercher des majorités d'idées quand il y a des dangers. Je vais prendre un exemple simple. On est donné devant des déficits et une dette qui sont, comme vous savez, astronomiques. Comme chacun d'entre nous ici, c'est astronomique, qui nous écrase. En face de ces déficits et de cette dette, il y a 2 attitudes politiques. Et il se trouve que ces 2 attitudes politiques, elles sont représentées à droite et à gauche. Il y a ceux qui disent il nous faudra trouver un équilibre. Vous savez que j'ai défendu cette idée depuis l'élection présidentielle de 2007, à l'époque seul contre tous. Il faut une politique de retour à l'équilibre et même d'inscription de l'équilibre dans la Constitution. De manière qu'on puisse plus jouer avec les finances des Français. La majorité en 2007, elle disait non. Un déficit honorable d'ici quelques années, c'est-à-dire 3% et mais moi, d'ici 2015. J'estime qu'il faut écrire dans la Constitution cette obligation d'être en équilibre quand il n'y a pas de récession, quand l'économie ne s'effondre pas. Vous êtes d'accord avec eux, avec la majorité sur ce point? Mais c'est ma proposition de 2007. Et j'ai même proposé un texte pour la Constitution sur ce sujet. Et il y a des gens à gauche et à droite qui disent « ne nous embêtez pas avec des déficits. Il faut dépenser. C'est le moment de dépenser. » Moi, j'estime que cette attitude n'est pas raisonnable. Mais on a eu un grand papier de M. Jospin sur ce sujet il y a quelques semaines,
Et il y a à droite des gens, on prononce souvent le nom de M. Guénaud, par exemple, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui sont sur cette ligne-là. Eh bien, je dis qu'il y a une majorité d'idées à construire autour de ceux qui veulent l'équilibre des finances publiques. Voilà un sujet. Et là, ça ne fait pas de vous quelqu'un de spécifique. Pardonnez-moi, mais sur ce point, vous êtes sur la position allemande de la politique économique. Vous êtes d'accord avec le ministre des Finances allemand. Vous pensez que l'équilibre budgétaire, c'est sain, alors qu'il y a toute une autre pensée d'autres économistes d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez le manifeste des économistes atterrés. Ce sont des économistes d'assez haut vol en France qui, à la fin de l'année dernière, on dit on a besoin de dépenses publiques, on ne peut pas revenir tout de suite à 3%, on a besoin de dépenses précisément pour éviter des récessions graves. Vous prenez une option, mais c'est une option qui aujourd'hui dans le paysage français est quand même plutôt de droite. C'est une option rassembleuse. Vous trouvez il se trouve, par exemple, à droite. Tiens, vous dites droite, il se trouve que c'est l'option de François Hollande dans son livre. En même temps, vous savez que les socialistes européens, c'est vrai, Martine Aubry, sont en train de négocier des déficits toute l'analyse que vous développez, exactement, elle est la preuve de ce que j'avance devant vous. C'est-à-dire que les camps tels qu'ils existent, tels qu'on veut perpétuellement les faire durer, ces camps-là, en réalité, sont une fausse entente qu'ils ont à l'intérieur, ces camps. La fracture la plus absolue sur les sujets centraux. C'est sur le comment qu'ils se divisent. Quel serait par exemple pour vous le bon impôt? Il y a des impôts de gauche, des impôts de droite. Ils sont à peu près tous d'accord quand même pour un équilibre. Ils ne sont pas d'accord sur le pourcentage exact de déficit budgétaire, mais tout le monde est d'accord pour revenir à 3 à 5%. Attendez, vous êtes en train de dire... Quelle est la bonne méthode pour vous? Excusez-moi, je ne débat pas avec vous naturellement. Je veux pas vous mettre en difficulté, mais vous êtes en train de dire exactement le contraire. Exactement. Vous êtes en train de dire exactement le contraire de ce que vous avanciez il y a une seconde. Non, je pense qu'il y a en disant, il y a des économistes qui disent, c'est vrai, qui disent qu'il ne faut pas s'occuper du déficit, qui disent qu'il faut faire de la dépense. Et il y en a d'autres, dont je suis, qui disent, vous êtes suicidaire en faisant ça. Un pays qui vit perpétuellement, non seulement au-dessus de ses moyens, mais en dépensant l'argent qu'il n'a pas, en le mettant à la charge des générations futures, ce pays-là n'est pas responsable. Alors, et donc, voilà un signe de clivage. Il y a beaucoup de gens, tout de même. Mais il y a une majorité, j'espère. Ben oui. Mais la question, c'est le comment. C'est-à-dire, quelle politique allez-vous faire pour atteindre ce but? Et là, me semble-t-il, il y a peut-être plus de division dans le camp des gens qui pensent comme vous sur le but, non? La politique qu'il faut faire. Vous avez tout à l'heure abordé le problème fiscal, on y reviendra si vous voulez, mais peut-être on peut avancer une chose. Pour moi, la question centrale, c'est est-ce qu'on est capable et est-ce qu'on a la volonté, à nouveau, de produire en France dans les secteurs que nous avons abandonnés. Si nous n'avons pas de production, nous n'aurons pas d'équilibre budgétaire. D'ailleurs, on n'aura pas non plus de bonne éducation. D'ailleurs, on n'aura pas non plus de bonne intégration. Parce que les enfants des générations à venir, quelle que soit leur origine, ces enfants-là ne trouveront pas de travail. De quel secteur parlez-vous? Ah ben, je vais en prendre quelques-uns devant vous, si vous voulez bien. Nous sommes capables de faire des fusées. Nous sommes capables de faire des satellites. Nous sommes capables de faire des avions. Très bien. Nous sommes capables de faire des hélicoptères, y compris dans ma circonscription. Nous sommes capables de faire des automobiles, mais nous ne sommes pas capables de faire d'électroménager ou très très peu. Est-ce qu'il y a une malédiction qui fasse que ces produits de grande consommation, de tous les ménages français, de vous, de moi, sont toujours des produits de conception ou de fabrication qui échappent à la France? Pas toujours, je sais, parce que j'ai reçu des lettres, qu'il y en a un petit 12% ou quelque chose comme ça qui sont fabriqués chez nous. Ça veut dire aussi que plus de 85% nous échappent. Voilà une question. Est-ce que c'est parce qu'on a abandonné ces industries, précisément aux Allemands notamment, à tout un tas de pays du nord de l'Europe? Eh bien, les Allemands et nous, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de droits sociaux. On sait maintenant qu'il n'y a même pas de différence de coût du travail.
Je dis ça parce que peut-être ceux qui nous écoutent, qui sont derrière leur écran, ils ont entendu pendant des mois et des mois et des années que en Allemagne, le travail coûtait moins cher qu'en France. Et nous étions peu nombreux à dire que ça n'était pas vrai. Qu'en tout cas, les chiffres que nous avions montraient que ça n'était pas vrai. Aujourd'hui, les autorités les plus officielles, et l'INSEE lui-même, a corrigé ça en disant mais en fait on s'était trompé, le coût du travail en Allemagne est le même qu'en France. Alors voilà un pays qui a le même niveau social, le même niveau d'équipement, le même coût du travail. Pourquoi y a-t-il des secteurs dans lesquels il a prospéré et des secteurs que nous avons abandonnés? Je vois pas bien le rapport avec le déficit budgétaire, mais vous allez me l'expliquer. Parce que si vous n'avez pas de production, pourquoi l'Allemagne est-elle à l'équilibre budgétaire? Ou presque? Par sa croissance, c'est ça que vous allez dire. Mais parce qu'ils ont de la production, de l'emploi et donc des rentrées fiscales. C'est intégralement lié. Il n'y a pas de sujet qui touche plus l'équilibre budgétaire que la capacité d'un pays à produire. Voilà une ligne politique, et celle-là aussi, elle est partagée, j'en suis sûr, par beaucoup de gens. Par beaucoup de gens, oui, y compris par Ségolène Royal aux dernières élections, qui disait, vous le savez très bien, c'est par la croissance qu'on va réduire notre déficit mais la budgétaire. croissance, vous voyez, c'est un mot abstrait. C'est un mot d'économiste. Et je ne dis pas que les économistes ne soient pas très respectables. C'est un mot d'économiste. Mais l'électroménager, le textile, vous voyez, on dit la France est condamnée, il n'y a plus de textile du tout en France. C'est pas vrai. Alors on va rouvrir il y a des gens... l'industrie, faire de l'industrie textile, pourquoi pas minière. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement sur toutes ces zones du nord de la France qui ont été ces zones du nord de la France, elles ont beaucoup de capacités. Et en tout cas, non, les mines, probablement, ça n'est plus l'heure. On ne va pas faire du minerai de fer, encore qu'on ne sache jamais. Si on regarde sur le long terme, vous savez, il y a bien des choses qu'on découvre et qui reviennent après avoir existé. Et le textile et la concurrence chinoise, par exemple, vous allez... Eh bien, la concurrence chinoise. Quand vous achetez un jean, combien le payez-vous? Ça me regarde. Oh, c'est pas un secret d'État. On va dire plus de 100 euros. 100 euros. Le prix moyen d'un 80 euros. Bon. Savez-vous combien coûte la fabrication sur le jean? D'abord, je sais qu'il y a des jeans en France qu'on peut trouver à 30 euros. Ça existe et beaucoup d'adolescentes utilisent cela. Et effectivement, ils ne sont pas de production française, ça je vous le confirme. Ça c'est vrai. Eh bien, dans un jean, le coût de la production est de l'ordre de 5 ou 6 euros. Ben, si vous réfléchissez une seconde, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui accepteraient de payer le jean 80 euros au lieu de 75. Ça, c'est vraiment cher pour un s'il était fabriqué vous m'avez un petit peu en cherché France. sur le prix du jean, mais franchement, dans des magasins que je ne nommerai pas, vous trouvez un tas de jeans à 30, 40, 50 euros, mais pas fabriqués en France. Eh bien, ça, disons, alors qu'en effet, il y a des jeans dans ce que vous appelez la gamme de très grande consommation pour les adolescentes. Cela probablement, on ne les fabriquera pas parce que la gamme de prix ne permet pas d'intégrer la fabrication en France. Donc les jeans pour sauver la France, ça va être compliqué quand même. Non, pas du tout. Ou les aspirateurs. Bien sûr, c'est très très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on achète quand on achète un jean? Alors c'est pas, je vais pas vous donner des leçons. C'est moi qui en porte un aujourd'hui. Alors allez-y. Oui, mais allez-y. Si je regarde, je vous assure que le prix n'est pas celui que vous avez dit. Le prix de votre jean. Non, c'est parce que vous avez... Bon, cherchez, là. Je vous cherche pas, on parle. Alors on parle devant quelques dizaines ou centaines de milliers de Français, mais on parle. Quand vous achetez un jean, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez le design, vous achetez la marque, vous achetez la manière dont la réputation de cette marque réagit sur vous. C'est ça que vous achetez, ce qui vous va. Et vous achetez moins le prix que tout ça. Vous avez lu les journaux économiques cette semaine. Cette semaine, il y avait un très grand papier, je crois que c'est dans le Figaro économique, il y avait un très grand papier qui disait que l'industrie automobile allemande, elle était au sommet de sa réussite, qui avait des bénéfices comme jamais et des carnets de commandes comme jamais. Or, quelle est la caractéristique de l'industrie économique allemande, de l'industrie automobile allemande? C'est qu'ils ont choisi le haut de gamme alors que nous choisissions les moyennes gammes.
Et vous l'avez dit vous-même, le haut de gamme fabriqué en France, ça va être beaucoup trop cher pour beaucoup de jeunes filles. Vous le savez, et de filles moins jeunes. Pourquoi est-ce que les Allemands arrivent à vendre de l'électroménager de haut de gamme? Tout le monde a en tête, tous ceux qui nous écoutent, les marques qui sont des marques de haut de gamme d'électroménager allemands. Pourquoi? Simplement parce que les gens, il y a une catégorie de la population qui accepte de payer la qualité son prix. Et c'est ça, écoutez, nous avons déserté ces sujets. C'est ça, c'est l'essentiel, si je comprends bien, du nouveau Bayrou pour 2012, s'il se présente ou pas, vous me le direz après. Après, on parlera du centre après et de tous vos camarades du centre, parce qu'il y en a beaucoup. C'est les nouvelles industries, celles qu'on a abandonnées, le textile, l'électroménager. Et là, et pour le déficit budgétaire, ça va aller, pour la croissance, ça va aller, et pour les exportations aussi, c'est ça? Eh bien, écoutez, si on veut caricaturer, oui, j'accepte la caricature. C'est en effet de reconquérir ce que nous avons abandonné, ce que nous avons perdu, et qui porte en effet l'industrie, par exemple, allemande, mais que nous avons gardé, par exemple, dans l'aéronautique. On vend, dans ma circonscription, on fabrique plus d'1 sur 2 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. L'heure de travail, elle est pourtant sans scaler, mais on a gardé le savoir-faire, les ingénieurs, la capacité d'inventer. Turboméca, le nom de cette très, très grande et très importante entreprise, c'est un leader mondial. Et en effet, je pense qu'il faut que nous, soyons les premiers à défendre ce genre-là. Parce que, pour aller plus loin dans votre raisonnement... Moi, je ne raisonne pas, je pose des questions ici. L'idée, dans le raisonnement souterrain qu'il y avait sous les questions que vous nous posiez, l'idée qu'il faudrait toujours et perpétuellement aller vers les plus bas salaires, c'est une idée mortifère. On ne peut pas gagner la course si c'est la course au moins cher, mais on peut gagner la course si c'est la course au plus apprécié par le consommateur, aux technologies nouvelles, et c'est bien là que se situe, pas seulement pour la France, mais pour un pays comme le nôtre, la voie à suivre. Mais vous disiez, est-ce que ça va être votre programme essentiel? Non. Alors, on va y revenir. Mais quand même, vous avez un discours, là, on va y revenir, on a le temps dans cette émission, vous le savez. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une spécificité française, un savoir-faire français. Et bien justement, je voudrais qu'on regarde, qu'on parle un peu de nos symboles français, notre identité nationale, disent certains aussi. Et certains considèrent d'ailleurs que c'est important de les rappeler précisément pour éviter leur éventuelle récupération par le Front National. Alors ce jeudi, le mémorial de la Marseillaise a ouvert ses portes à Marseille. Et Jean-François Copé était sur place. Il y avait aussi pour ses politiques Marie Laurent et Dominique Lemarchand. Regardez leur reportage, on va en parler après. Au cœur d'un quartier populaire de Marseille, une ruelle barrée de bleu, blanc, rouge signale l'ancien club des Jacobins de la ville. Un endroit à l'odeur de poudre qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, intégralement dédié à l'histoire de l'hymne national, la Marseillaise. Cette façade, il faut qu'elle représente la révolution. Et la révolution, c'est enflammer des idéaux. C'est pas détruire, mais aussi, on sait que c'est un moment où il y a la vie, la mort. C'est pour ça que j'ai écrit sur les murs, vivre libre ou mourir, ça date de 1792. Un arbre de la liberté, justement, ouvre la visite, puis très vite, les premières notes du célèbre chant résonnent. C'est dans cette ancienne salle du jeu de paume, celle de Marseille, que partirent les fédérés de la cité phocéenne en 1792 pour Paris, en entonnant le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Ils ont fait de ce chant quelque chose de très populaire et qui était appelé par les gens des villes qu'ils traversaient, Lyon, Auxerre et puis Paris, le chant des Marseillais, l'hymne des Marseillais, la marche des Marseillais éventuellement. Et puis après, c'était plus simple de dire la Marseillaise. Un hymne redécouvert avec émotion et parfois nostalgie. À ce moment, on a vu une époque un peu troublée, alors je ne sais pas si c'est fédérateur, ça devrait l'être. À part dans le stade de foot, et encore, je ne sais pas s'il la chante réellement ou autre, mais à part ça, alors, on ne l'entend plus, quoi. Et après, il n'y a plus le respect, finalement. Invité d'honneur du maire de Marseille ce jour-là, Jean-François Copé, venu justement remettre les emblèmes républicains au centre du débat. Voilà le pacte républicain.
pacte républicain, objet d'un meeting le soir même devant des militants des Bouches-du-Rhône, particulièrement fiers de leur Marseillaise par les temps qui courent. J'ai ressenti une énième fois un moment d'émotion et même de frisson en entendant les accents de la Marseillaise. Parce qu'il y a derrière cela beaucoup plus que simplement un chant que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance. Il y a en réalité derrière tout cela quelque chose qui ressemble à une fibre, à une flamme, à ce qui fait que nous sommes ensemble. Dans l'Assemblée, on est loin des nuées de drapeaux tricolores brandis lors des meetings du Front National. Mais en plein débat sur la laïcité, les accents nationalistes ne déplaisent pas. C'est beau de voir des Français fiers d'être Français, c'est beau de voir des gens qui connaissent la Marseillaise. La Marseillaise, entonnée avec énergie, comme pour rappeler qu'elle n'est pas l'apanage de l'extrême droite, malgré son ascension dans les sondages. Vous trouvez ça bien, cette célébration de nos symboles républicains, ou vous trouvez qu'on en fait un peu trop? Non, c'est bien. C'est une nation, un pays, ça a besoin de symboles pour l'incarner. Alors, je suis moins fanatique que d'autres des symboles brandis. Mais je comprends bien qu'il peut y avoir des moments où un peuple a besoin de faire entendre cette volonté de vivre au travers des symboles qu'il incarne. Et le fait que, par exemple, siffler la Marseillaise soit devenu un délit d'outrage, où on risque 6 mois de prison, 7 500 € d'amende. Par ailleurs, depuis 2005, l'enseignement est obligatoire à la maternelle. Tout cela, vous êtes d'accord? Oui, mais il y a eu un acte dans la loi, précisé dans la loi de 2005. D'avoir écrit moi-même les programmes de l'enseignement primaire où la Marseillaise figurait. Mais le délit d'outrage, par exemple, alors vous parlez de siffler la Marseillaise. Je n'ai jamais pensé que les jeunes supporters algériens, quand ils étaient au Stade de France, ils sifflaient la France en sifflant la Marseillaise. Ils sifflaient l'hymne de l'autre équipe. Et je connais beaucoup de stades dans lesquels on voit ce genre de choses. Je trouve que quelquefois, on va trop loin en donnant une interprétation qui est une interprétation d'affrontement à quelque chose qui n'est pas autre chose que le chauvinisme de supporters quand ils défendent une équipe. Alors, je sais bien que beaucoup de gens y voient autre chose, ça n'est pas mon cas. J'ai suffisamment fréquenté les stades et les tribunes, et je les fréquente encore régulièrement, presque chaque semaine, pour savoir que le chauvinisme, c'est une partie de la couleur locale. Et quand vous avez votre équipe qui vient, eh bien, vous avez envie de manifester d'une manière ou d'une autre votre volonté de la voir vaincre. Ne faisons pas de tous les sujets des affrontements. Voilà. Bon, est-ce que c'est bien, par exemple, de débattre de notre identité nationale, de célébrer nos symboles républicains? Est-ce que ça sert à quelque chose, notamment pour lutter contre la montée du Front National? Je vais reprendre ce que je vous ai dit en définissant la volonté politique que je porte. Nous avons le plus urgent besoin d'avoir un pays uni. Et tous ceux qui plaident ou enflamment ou attisent la division à l'intérieur du pays, en réalité, ce qu'ils cultivent, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et de plus mortel à l'intérieur du pays. Je traduis là encore, parce que vous ne répondez pas directement aux questions. Si, Jean-François Copé, là, dans ce reportage, c'était bien. Mais Jean-François Copé, qui veut un débat sur l'islam et la laïcité, c'est pas bien. C'est ça, c'est diviseur. Mais si vous m'aviez posé la question, je vous aurais apporté une réponse. Si vous m'aviez dit, Monsieur Bayrou, est-ce que vous pensez qu'un débat sur l'islam, comme sujet du débat, et de savoir s'il est compatible avec la République, eh bien, je vous aurais dit, ça, pour moi, c'est le plus dangereux qu'on puisse imaginer. Et c'était déjà le cas pour l'identité nationale ou non? Votre avis était le même déjà pour le précédent débat? Ça cherchait les mêmes ressorts. Ah bon? Ouais. Et donc, tout ce qui pousse à faire qu'une catégorie de Français regarde l'autre catégorie de Français avec méfiance, ou avec réserve, ou avec détestation,
tout cela font du mal à notre pays. Et dans le Front National, il y a deux idées qui sont pour moi deux idées mortelles pour la France. La première, c'est regarde l'origine et la religion des gens et dresse contre une minorité importante le reste du pays, dangereux et mortel. Et l'idée qu'il suffirait de sortir de l'euro pour retrouver dans notre pays de la prospérité ou de la richesse est une idée mortelle. Parce que, c'est à peu près le sujet que nous avons eu au début, quand vous avez une montagne de dettes et que cette montagne de dettes est en monnaie forte, si vous devez la payer en monnaie faible, il faut travailler 20%, 30%, 40% de plus. Et c'est toute l'énergie du pays qui part dans ces désordres monétaires qu'on aurait artificiellement créés. D'ailleurs, évidemment, ils le disent, mais ils ne le feront pas, bien entendu. Et donc, ils ne le feraient pas s'ils avaient des responsabilités. Il y a donc là quelque chose, d'en effet, extrêmement dangereux. Ce que je vois, ce sont les poisons. Ce que je vois, ce sont les menaces sur le pays que nous formons ensemble. Vous pensez par exemple qu'une partie de l'UMP aujourd'hui est dans une droitisation dangereuse, frisant vraiment, alors pas les alliances puisqu'elles sont interdites le Front National, mais utilisant des thèmes. Je pense en particulier à ce collectif qui s'appelle la droite populaire, où s'illustre par exemple Christian Van Nest, qui refuse pour les prochaines cantonales de dire à l'avance, en cas d'affrontement au deuxième tour PS-FN, qu'il choisira le FN. Il dit on ne va pas choisir entre la peste et le choléra, s'opposant par là à des Nathalie Kosciusko-Morizet ou à des Gérard Larcher qui ont dit clairement qu'il y aurait Front républicain. Vous pensez qu'il incarne là quelque chose? Vous entendez les mots qui sont utilisés. Quand un député UMP, Madame Brunel, dit faut les remettre dans les bateaux. Alors on sait bien que ces mots ont été utilisés 100 fois par le passé et de manière, à mon sens, extraordinairement risquée. Est-ce que vous savez comment l'entendent ceux qui, par exemple, viennent de l'autre côté de la Méditerranée? Mais ils l'entendent comme un rejet de la communauté nationale. Ils vivent chez nous, ils paient des impôts chez nous. Oh, tout n'est pas idyllique. Peut-être on va avoir l'occasion d'en parler. Ils paient des impôts chez nous. Et voilà que on leur dit, un jour ou l'autre, vous devrez repartir. Alors, en l'occurrence, elle parlait, c'est pas du tout pour la défendre, mais elle parlait de ceux qui arrivent à Lampedusa par des bateaux et on ne sait pas encore s'ils pourront être légalement reçus en France. Ça n'a pas été entendu comme ça par beaucoup. Les... C'est l'utilisation de ce genre de mots. Ce sont des mots et des thèmes. Il faut avoir le courage de désigner ce qui est risque pour un pays. Notre responsabilité de femmes et d'hommes engagés, c'est de dire il y a des choses qui sont si dangereuses qu'on ne peut pas les accepter. Alors, mais autre chose. Dites-le clairement, je dirais, est-ce que vous pensez que nous devons ouvrir les bras à tous ceux qui arrivent via Lampedusa sur les côtes françaises? Mais pour l'instant, on nous a menacés de vagues d'immigration par centaines de milliers. Combien y en a-t-il qui sont arrivés à Lampedusa? Quelques dizaines de milliers qui arrivent régulièrement par an, indépendamment de la question tunisienne actuelle. 4 000, j'ai entendu. Par an, non mais là, à l'heure actuelle. Bon, je trouve qu'il y a autre chose à dire à ces peuples qui se libèrent que on va vous remettre dans les bateaux. Parce que s'ils se libèrent, c'est pas pour venir chez nous. C'est pour avoir une meilleure vie chez eux. Ils se libèrent pour se débarrasser des menaces perpétuelles que les dictatures leur font subir, pour retrouver la liberté de parole et pour battre en brèche la corruption qui règne en maître dans ces pays. Ça, c'est leur objectif. Ça n'est pas pour partir, c'est pour rester. Quand un peuple fait une révolution... Vous êtes en train de dire ça, d'après ce que j'entends, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à partir, et vous trouvez même étonnant qu'ils partent là. Mais ça n'est... j'essaie de dire des choses mesurées. Je dis que ces peuples font la révolution pour avoir une meilleure vie dans leur pays et pas pour se précipiter dans une Europe où leur sort n'est d'ailleurs pas aussi enviable qu'on veut bien le dire. Et que notre responsabilité
politiques ou simplement de représentants de peuples. Notre responsabilité politique, c'est de leur envoyer des messages qui soient des messages d'encouragement et pas des messages qui soient à l'avance des messages de condamnation ou de menace. Et donc notre responsabilité, c'est de les aider dans leur libération. Et c'est pourquoi je n'aime pas quand on joue avec ces thèmes-là. C'est des thèmes qui sont faits pour avoir des gains électoraux. Mais je me trompe ou vous dites il faut les renvoyer, mais correctement, humainement, parce que vous ne dites pas non plus ouvrons les bras, vous dites... Je ne dis pas ouvrons les bras parce qu'il serait irresponsable de dire aux Français nous allons avoir des masses d'immigration qui arrivent. Parce qu'il y a une chose qui est une chose certaine, c'est que le traitement qui est réservé à ceux qui veulent s'insérer dans la communauté nationale, il dépend aussi de l'équilibre entre populations. Il y a un équilibre à chercher et à trouver. Il y a des quartiers dans lesquels cet équilibre a été fragilisé et dans lesquels donc il y a des affrontements entre populations. Ça n'est pas, comme on croirait, du racisme. Et donc notre responsabilité, c'est de les aider dans leur libération. Et c'est pourquoi je n'aime pas quand on joue avec ces thèmes-là. C'est des thèmes qui sont faits pour avoir des gains électoraux. Mais je me trompe ou vous dites il faut les renvoyer, mais correctement, humainement, parce que vous ne dites pas non plus ouvrons les bras, vous dites... Je ne dis pas ouvrons les bras parce qu'il serait irresponsable de dire aux Français nous allons avoir des masses d'immigration qui arrivent. Parce qu'il y a une chose qui est une chose certaine, c'est que le traitement qui est réservé à ceux qui veulent s'insérer dans la communauté nationale, il dépend aussi de l'équilibre entre populations. Il y a un équilibre à chercher et à trouver. Il y a des quartiers dans lesquels cet équilibre a été fragilisé et dans lesquels donc il y a des affrontements entre population. Ça n'est pas, comme on croirait, du racisme. C'est qu'il se trouve, je vais vous donner des exemples. Il y a un mouvement de rejet qui s'est développé depuis quelques années à Mayotte, contre les Comoriens. Et pourtant, c'est les mêmes peuples, ce sont les mêmes familles. Il y a un mouvement de rejet qui s'est développé il y a quelques années en Guadeloupe, à l'égard des Haïtiens. Et pourtant, ce sont les mêmes origines. C'était, hélas, dans la tragédie de l'esclavage, les mêmes bateaux. Et donc, un responsable public, tous, et Rocard l'avait dit autrefois, quelle que soit leur orientation politique, ces responsables publics, ils doivent avoir à l'esprit l'équilibre du peuple dont ils ont la charge. Et qu'il n'y ait pas tout d'un coup des sentiments de concentration de la misère dans certains quartiers, comme hélas on l'a fait. Parce que cette misère-là, elle est déséquilibrante. Et donc personne ne va dire faisons en sorte que des bateaux nombreux remplis d'immigrés viennent. Heureusement qu'il n'y a pas d'irresponsables parmi les responsables publics. Et cependant, on peut dire autre chose aux peuples qui sont de l'autre côté de la Méditerranée que de les regarder comme une menace d'immigration. Il faut les regarder comme un espoir d'un nouveau développement pour leur pays. Alors on va parler un peu d'Europe aussi. Et notamment, vous le savez, on pensait qu'avec les réformes mises en œuvre en Grèce, après l'aide qu'ils ont reçue du FMI et de l'Union européenne pour combler un déficit budgétaire abyssal, eh bien ça ne se reproduirait plus. Eh bien si, ça s'est reproduit. Mercredi dernier, une agence de notation a dégradé la note de la dette publique grecque au risque de fragiliser toujours plus le pays. Marine Heinrichs et Joël Lefebvre nous aident à voir plus clair dans une situation pas forcément simple à comprendre. Et avancez un peu que je vois votre plaque. Allez, ça va. Ouvrez-moi cette barrière, que je puisse avancer. Cette barrière, tout un symbole. Joseph Papadopoulos va l'ouvrir seul. Depuis des semaines, comme des centaines d'autres Grecs, il refuse de payer les 5 € de péage. L'incivisme, l'ultime moyen pour se faire entendre. Ce chômeur fait partie du collectif apolitique Je ne paie pas.
C'est partout que l'on a décidé de ne plus payer. Dans les hôpitaux, dans les bus. Rendez-vous compte, dans le métro et dans le bus, les tickets ont augmenté de 40%, alors que l'on a baissé nos salaires et nos retraites de 40%. D'un mouvement « je ne paie pas », on est passé à un mouvement « je ne peux plus payer ». La plus vieille démocratie du monde, au bord de la faillite. À Athènes, un magasin sur 5 ferme ses portes. Le chômage flirte avec les 15%. Baisse des salaires, augmentation des impôts, des taxes. L'austérité n'y fait rien, les Grecs s'appauvrissent. Sur le marché de Pakrati, un quartier du centre d'Athènes, les commerçants ont dû diminuer leurs prix. Leurs clients sont désormais au centime près. Les gens ne viennent plus avec des euros, mais avec des cents. Et ils comptent 1, 2, 3, 4 cents. Et ils me demandent, est-ce que cela fait un demi-euro? Et ça, pour moi, cela montre que le pays va mal. Inquiétude, mais aussi colère d'un peuple de moins en moins européen. C'est à cause de Merkel tout ça. On n'est plus que dans la merde. Regarde, il n'y a plus rien. Les gens n'achètent plus. On est vraiment dans la merde. C'est Merkel. Elle devrait partir. La faute à Merkel, mais aussi à DSK. L'homme du FMI et ses millions sont détestés. Pour Ilias Iliopoulos, numéro 2 du plus gros syndicat de fonctionnaires, la Grèce a été le cobaye d'un plan de sauvetage qui ne marche pas. C'est pire depuis que les mesures d'austérité ont commencé. Les Grecs n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau depuis que l'Union européenne et le FMI leur ont prêté 110 milliards d'euros. Nous sommes un peuple fier. L'histoire a montré que personne ne peut imposer des mesures à la Grèce. Ces politiques colonialistes ne marchent pas. On peut se débrouiller tout seul. L'horizon grec s'obscurcit. Une obscurité dans laquelle d'autres pays européens tels l'Espagne risquent eux aussi de plonger. Les Grecs ont pourtant fait beaucoup d'efforts. En quelques mois, ils sont passés de 15,4% de déficit budgétaire à 9,4% en quelques mois. Mais on a l'impression qu'ils subissent une menace que personne ne contrôle. Une agence de notation des marchés. Alors, les agences de notation et leurs critères mystérieux et le fait qu'elles arrivent lorsqu'un pays a des difficultés pour renforcer encore les difficultés, c'est une grande question. Moi, je pense qu'il faudrait une agence de notation européenne publique. Pas des agences de notation privées, agences de notation européenne publique pour que on soit assuré qu'il y a de la transparence et aussi du contrôle dans la manière dont ces choses sont faites. Mais je trouve qu'on s'est mal comporté avec la Grèce. Et pas seulement avec la Grèce. C'est le FMI et l'Union européenne? Non, à l'intérieur de l'Union européenne. Je trouve que l'Union européenne, elle devrait avoir pour vertu de garantir à ses membres que pour se sortir des difficultés qui sont les leurs, ils devraient avoir accès au crédit au meilleur taux possible. Et les taux sont trop élevés, c'est ce que vous dites. Et plus vous êtes en difficulté, plus on vous impose des taux hauts. Ça veut dire évidemment qu'on accroît vos difficultés. Et donc tout le monde a accepté cette idée. Tout à l'heure, vous m'accusiez d'être d'accord avec le ministre des Finances allemand, de l'économie allemand, qui est en effet un homme que je respecte beaucoup. Mais sur cette affaire de la Grèce, il y a eu des propos allemands qui sont des propos extraordinairement blessants. On leur a dit, mais vendez vos îles pour payer ce que vous devez. C'est extrêmement blessant, c'est dangereux. On est en train d'avoir des problèmes du même ordre avec l'Irlande, on en aura peut-être avec le Portugal, l'Espagne, etc. Donc je trouve que la solidarité européenne devrait s'exercer sur un critère très simple, qui est le taux du crédit. On devrait garantir le meilleur taux de crédit possible pour qu'ils s'en tirent. On n'y perd rien. Et annuler une partie de la dette? Non, je n'ai pas dit ça, parce que si vous annulez une partie de la dette, à ce moment-là, vous mettez par terre tout l'édifice. Et si une partie de la dette est annulée, pour l'avenir, on vous prêtera encore plus cher. Donc je ne suis pas de cet avis extrême, encore qu'il y ait des économistes qui disent que ça nous pend au nez. Donc voilà pas pour ce premier point. Permettez-moi d'ajouter une chose que je voulais dire sur ce sujet. Il y a des puissances qui sont en embuscade,
prête à profiter du fait qu'il y aurait une fâcherie entre l'Europe ou la Grèce. Par exemple, la Chine, qui a annoncé, urbi et orbi, que eh bien, elle rachèterait la dette que la Grèce ne pourrait plus traiter avec ses partenaires européens. Il y a là quelque chose à quoi nous devrions réfléchir. Ça a été le même cas au Portugal. Les pays européens forment un ensemble. Cet ensemble devrait être autonome et se méfier d'avoir à l'intérieur, s'agissant de la Grèce on peut le dire, un cheval de Troie qui changerait pour l'avenir l'orientation du vote et de la politique suivie dans ces pays. Vous voyez qu'il y a là quelque chose qui s'est passé en Afrique, qui est peut-être en train de se passer en Europe, qui s'est passé aux États-Unis, la création d'une dépendance d'ensembles qui devraient être libres à l'égard d'ensembles qui, par la dette, les tiendront pour l'avenir. Et pour moi, c'est une menace. Et le FMI fait bien son travail ou c'est un affameur de peuple comme le dit par exemple Jean-Luc Mélenchon? Je n'emploierai pas ce genre de mots. Le FMI a une vision du monde économique qui est inchangée depuis des années et qui est extrêmement lourde pour les pays qui ont affaire avec lui. On vient de le voir avec la Grèce. C'est la raison pour laquelle, si on peut éviter l'intervention du FMI dans des pays comme les nôtres, c'est mieux. Voilà pourquoi il faut aller vers l'équilibre budgétaire. Ben justement, vous disiez cela dès le début de cette émission. Est-ce qu'on peut le faire sans faire souffrir beaucoup de gens, faire baisser les salaires des fonctionnaires, diminuer le nombre de fonctionnaires, produire tout de même un État proche, avec un pouvoir d'achat qui se casse la figure, on l'a bien vu dans le sujet, sans risquer un épisode récessif dans l'économie? C'était ça la question que je voulais vous poser tout à l'heure. C'est bien beau de parler de la croissance, mais vous comprenez, c'est compliqué sans des mesures de ce genre. Si on ne va pas vers l'équilibre, les peuples souffriront jusqu'à pleurer des larmes de sang. Si on voyait éclater l'euro, si un pays comme le nôtre ne pouvait plus faire face pour payer sa dette, c'est les plus pauvres, les plus en difficulté parmi nous qui souffriraient le plus. Le plus généreux, c'est celui qui a une idée nette de l'équilibre. Parce que là, il prépare l'avenir pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui sont en situation de fragilité. Quand un pays est en déséquilibre, regardez l'Argentine. Hein, on l'a vu la base virale VPS a été mise à jour. Votre analyse, c'est qu'ils ont bien travaillé là. Oui, enfin bon, je ne vais pas me lancer dans une analyse sur ce point. Disons qu'il y a eu du bien et du moins bien. Mais je sais une chose avec certitude, c'est que les mauvais bergers, ceux qui prétendent que c'est facile, qu'il n'y a qu'à dépenser et à continuer comme on fait depuis des dizaines d'années, ceux-là nous conduisent à la catastrophe. Et bien sûr, ça serait plus facile à plaider, hein, électoralement. Vous voulez dire accepter un peu plus de dépenses publiques? Si on disait, écoutez, arrêtons avec toutes ces disciplines-là. Ça suffit. Parce que bon, il y a quand même des hôpitaux à faire marcher, des écoles à faire fonctionner. Eh bien, il faut faire marcher des hôpitaux, il faut faire marcher des écoles, et il faut en même temps réaliser un certain nombre d'économies dans les secteurs qui sont non cruciaux, et il faut avoir une contribution en impôts qui soit une contribution juste. Et en France, ça se passe bien? Vous pensez qu'on a réduit les coûts de la dépense publique dans ces domaines-là, santé, éducation, d'une manière Je pense que les juste phrases sont très optimistes et que la réalité, elle, est beaucoup plus inquiétante. Je pense qu'on est très loin d'avoir obtenu l'effort nécessaire. Mais je reconnais qu'il faut poursuivre cet effort sur plusieurs années. Raison pour laquelle vous aurez un critère pour l'élection présidentielle qui vient. Ceux qui font des promesses excessives, ceux-là sont en réalité des gens dangereux pour le pays. Alors dites-nous tout de suite les impôts que vous avez prévus dans votre programme de rajouter aux Français pour l'équilibre budgétaire. Oui, d'abord c'est une présentation que je ne trouve pas juste parce que les Français ils paient d'une autre manière lorsqu'il y a déséquilibre budgétaire. Hein. Par exemple, ils paient parce que les crédits dont ils ont besoin pour leur maison, tout d'un coup, ils deviennent très chers.
Ça, c'est une manière de payer. Il paye la privatisation éventuelle d'une partie de la santé, si jamais on n'arrive plus. Enfin, oui, il paye beaucoup de choses. Alors, quels impôts? Ce sont des exemples. Comme vous savez, moi, je suis défenseur du principe de l'ISF. Il y a beaucoup de gens qui veulent supprimer cet impôt. Moi, je suis pour qu'on le maintienne. En l'état? Non, pour qu'on le maintienne en trouvant une nouvelle manière de le calculer qui sera plus juste et qui fera que on le paie à proportion de son patrimoine et que ce n'est pas les plus riches qui en sont exemptés, ce qui était le cas dans le bouclier fiscal. Raison pour laquelle j'ai voté contre le bouclier fiscal, version gouvernement Villepin et version gouvernement Sarkozy. Je trouvais que cette idée était une idée destructrice pour l'unité du pays. Avoir une disposition, sans le dire, dont le but véritable est que les plus avantagés soient le plus préservés, mais ça c'est le contraire des principes absolus avec lesquels nous devons vivre. Et donc, de ce point de vue-là, je suis pour qu'on sauvegarde un impôt sur la fortune. Et sur le revenu, pour qu'on crée une tranche de plus. une tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu qui est actuellement à 41%. On a dit on va l'augmenter, on est passé de 40 à 41. Je suis pour qu'on crée une tranche à 45%. Et la TVA, on s'aligne sur les Allemands, on passe de 5,5 à 7% par exemple? En tout cas, c'est une réflexion qu'il faudra avoir pour la TVA. Vous n'êtes pas hostile pour la TVA. Mais je sais bien qu'il faudra trouver de l'équilibre, à condition qu'on se serve bien de l'argent. Vous savez, dans la campagne présidentielle de 2007, j'avais avancé une idée qui était qu'on crée pour chaque entreprise 2 emplois sans charge, qui était une idée pour moi de nature à faire repartir la création d'emplois et donc à faire que le pays trouve un autre élan. Et mon idée était de le financer par un point de TVA supplémentaire. Parce qu'il me semblait que c'était juste qu'on puisse ainsi donner du travail à beaucoup de gens, soulager les petites et moyennes entreprises, et en même temps faire en sorte que la consommation nationale participe, les consommateurs participent à cet effort. Alors on va parler de celui qui dirige aujourd'hui le FMI, puisqu'on vient aussi d'en parler. Parmi les proches de Dominique Strauss-Kahn, vous le savez, certains voudraient à présent revenir sur le principe des primaires socialistes, car le candidat qui a le plus de chances aujourd'hui dans les sondages d'être au second tour et de gagner l'élection présidentielle pourrait avoir du mal à franchir cet obstacle préalable que sont les primaires. Alors voici une interview du député socialiste de Paris, Jean-Marie Le Guen, réalisée par Sarah Sisman et Emmanuel Bacquin. Je pense que les primaires pourraient perdre les socialistes. C'est-à-dire que si, comme certains ont parfois tendance à le penser, les primaires deviennent un lieu d'affrontement et où le Parti socialiste en sort en état de lambeau et qu'il donne l'impression de s'occuper de ses affaires personnelles alors même que la France connaît des souffrances sociales très importantes et une percée de l'extrême droite et un président de la République rejeté en profondeur. Et si nous nous intéressons qu'à nos querelles de chapelle, alors là, effectivement, c'est le Parti socialiste et la gauche tout entière qui seront balayés. Je crois que la percée de l'extrême droite donne encore plus de sens et plus de gravité à la situation et plus de sens à la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Je pense que c'est un combattant, il l'a montré à de nombreuses reprises et notamment dans des élections, et je pense que voir son pays prendre ses risques, abîmés aussi en termes d'image, confronté à ce risque, je pense que Dominique Strauss-Kahn sera encore plus mobilisé pour être candidat. S'il n'y allait pas, finalement, qui serait le meilleur candidat au Parti socialiste ? Écoutez, s'il n'y allait pas, je prônerais qu'il y ait là aussi un rassemblement. Parce que ce que je sais, c'est que si on devait avoir, par exemple, François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal s'affronter dans des primaires, je pense que personne n'en sortirait vivant. Donc j'appellerais de toute façon à ce qu'il y ait un rassemblement autour du candidat le plus crédible et le plus rassembleur. Est-ce qu'une alliance avec le centre vous paraît envisageable entre le PS et le centre ? Une alliance électorale dans l'état actuel des choses n'est programmée ni par les uns ni par les autres. Donc vous n'excluez pas forcément une alliance avec M. Bayrou? Je pense que nous sommes dans une situation où les hommes seront obligés de faire des choix fondamentaux. Et peut-être que dans ces choix fondamentaux, rejoindre la gauche républicaine sera plus utile et plus conforme à leurs valeurs que de s'allier avec une droite qui fricote avec l'extrême droite. Rejoindre la gauche républicaine? Ou le contraire.
Ou le contraire. En général, vous aimez dans les alliances plutôt que ce soit vous qui les incarniez, non? C'est humain. Mais vous voyez, ce que je vous ai dit au départ, il y a une grande partie de Français politiques qui considèrent les autres comme des ennemis absolus. On peut parler, on ne peut pas parler avec eux, on ne peut pas leur serrer la main. Ils sont à rejeter à jamais. Et c'est très fort. Hein. Je vais tout vous dire, c'est même plus fort que je ne le croyais. En même temps, c'est vous qui n'avez pas accepté la main qui se tendait dans l'entre-deux tours à la dernière élection. Ou après, même, qu'est-ce qui s'est passé avec le PS? Il y a eu des rapprochements. Certains disent que c'est à cause de vous que ça n'a pas eu lieu. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est certain. Oui, mais il vaudrait mieux que vous donniez le nom de certains, parce que certains, c'est un peu flou. Apparemment, ça n'a pas marché, je vais être clair, avec Ségolène Royal, mais ça n'a pas tellement marché non plus après avec Martine Aubry, non? Parce que l'idée du Parti socialiste général est une idée fausse, qui est qu'il faut les rejoindre. Alors vous rejoindre. Et quant à rejoindre, hein, c'est-à-dire à devenir dépendant de la gauche après avoir été dépendant de la droite, je ne l'accepterai jamais. J'ai bâti, et c'est un long effort, et difficile effort, j'ai bâti tout ce travail précisément pour que nous soyons reconnus comme une famille politique indépendante, différente des autres. Et différente des autres d'abord par l'antisectarisme. La vie politique, je finis en une phrase. La vie politique, elle est constamment faite de sectarisme. C'est la faute de l'autre. Il suffit que vous regardiez les séances de questions à l'Assemblée nationale et vous regardez les doigts qui se tendent comme ça, accusateurs. Il se trouve que ma sensibilité, ma manière de voir les choses, ça n'est pas ça. Je pense que nous sommes tous Français et que nous avons tous à participer à l'immense travail pour reconstruire notre pays. Cela dit, il faut être d'accord sur l'essentiel et peut-être c'est sur ce point que vous allez m'interroger. Quelles sont les différences? Je vais vous demander, s'il y a un vrai risque de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, par exemple, Danny Cohn-Bendit, qui à un moment donné en tout cas était plutôt un de vos amis, ça c'est un peu compliqué entre vous, a dit très clairement que si dans un an elle est toujours au même score dans les sondages, cette semaine il a dit qu'il faudra éviter de présenter un candidat écologiste. Est-ce que vous, simplement parce que ça ferait encore monter ce risque, est-ce que vous dites la même chose pour vous-même, qui êtes aujourd'hui à des scores analogues, 5-8% que les écolos? Oui, même 10 quelquefois. Je ne partage pas cette analyse qui vise à faire de Madame Le Pen le centre du jeu. Oui, si tout le monde, dans toutes les émissions de télévision, à toutes les questions, dit mais qu'est-ce que vous faites si Madame Le Pen? Je regrette infiniment, je n'accepte pas cette hypothèse. Je vous ai expliqué pourquoi, pour des raisons qui sont des raisons nationales. Hein. Pour que notre pays s'en sorte. Je condamne ces poisons et je me bats contre. En même temps, passe son temps à dire qu'on est dans le déni du phénomène du Front National, qu'il ne faut pas être dans le déni. Donc là, je vous demande de ne pas non plus être dans le déni. C'est-à-dire que ça existe, elle fait des scores mirobolants dans les sondages. Et si, évidemment, c'est une hypothèse, mais quand on fait de la politique, on fait des hypothèses. Si c'est la même chose l'année prochaine, au printemps, vous faites quoi? Le jour où cette hypothèse se vérifierait, ma position sera une position de combat. Mais je ferai tout ce que je peux pour que cette hypothèse ne prenne pas crédit, ne se vérifie pas, ne se réalise pas dans la politique française, parce que je ne peux pas accepter l'idée que notre pays en est au point où était l'Allemagne des années 30. Vous comprenez, c'est notre peuple. C'est notre histoire, c'est notre République. Et on voudrait que tout ça soit dévoyé, abandonné, et qu'on se retrouve dans l'idée on va organiser l'affrontement des nationaux contre ceux qui viennent d'ailleurs, ou bien des chrétiens contre les musulmans. Mais s'il faut se rallier, ce sera plutôt... Il ne faut pas se rallier, il faut convaincre. S'allier. Vous comprenez ça? Il faut convaincre. Le centre, ça s'allie dans toutes les démocraties européennes. Le centre, ça fait des alliances. Vous en faites d'ailleurs au cantonal. Un coup avec Rebsamen en Côte d'Or, un coup avec Juppé en Gironde. Là, vous irez où? C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons le parti qui prône
une nouvelle vie politique en France. Et pour ça, parce que ce que vous appelez alliance, en disant le centre s'allie, dans les autres pays européens, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a sa propre Mais non, parce autonomie. que c'est des régimes parlementaires, vous savez très bien, comme moi, que c'est une énorme différence. Eh bien, non, c'est pas une si grande différence que ça. Il se trouve que simplement la loi électorale est juste chez eux et injuste chez nous. Vous trouvez normal... je vais défendre une position. Je suis partisan d'une loi électorale juste, avec un coefficient de proportionnel important. On annonce que le Front National a 20% des voix dans les sondages. Combien de députés a-t-il à l'Assemblée nationale? 0. Est-ce que c'est juste? Eh bien, excusez-moi, c'est injuste. Je préférerais de beaucoup que ces forces soient représentées, qu'on ait des débats à la tribune de l'Assemblée. Ça deviendrait important. Je vais vous donner un chiffre. Je vais vous donner quand même une réponse un chiffre. qui me paraît assez importante vu l'état aujourd'hui du débat politique en attente de savoir ce qui va se passer au Parti socialiste. Je pense que votre voix, ce serait important qu'on ait quelque chose de clair. Vous nous avez parlé de la droitisation du MP. Vous nous avez parlé des propos de Chantal Brunel. Vous êtes un opposant de la première heure à beaucoup d'aspects de la politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il est imaginable que François Bayrou, au moment où la question risque de se poser, aille faire une alliance de ce côté-là? Ce qui est non seulement imaginable, mais certain, c'est que François Bayrou ne se laissera pas enfermer dans cette question. Parce que cette question-là, elle vise à prouver, si j'avais la bêtise de m'avancer dans votre sens, elle vise à prouver que nous n'avons pas d'existence autonome, que nous sommes simplement les supplétifs d'un camp ou de l'autre. Les supplétifs d'un camp ou, après avoir été les supplétifs d'un camp, devenir les supplétifs de l'autre. Ceci que vous avez devant vous, ce mouvement-là, démocrate, c'est une indépendance. Ça n'est pas des gens... Vous parlez vraiment beaucoup comme Dominique de Villepin et je me demande si c'est pas ça qui est en train de se dessiner. Le problème, c'est que vous voulez chacun diriger le mouvement que vous allez créer ensemble. Ça va être embêtant. J'ai dit, il y aura un candidat et un seul de cette famille politique-là. Et Dominique de Villepin, je ne parle pas comme lui parce qu'il est... Donc pas Borloo, pas Villepin, mais Bayrou, qui Non, ne posez pas l'affaire en problème de personne. Vous voyez les sujets qu'on a abordés, c'est des sujets graves, lourds. Bon, en face de ces sujets, la voie qui est tracée par le gouvernement actuel, je l'ai, comme vous dites, redoutée et combattue depuis la première minute. Je pensais qu'il se trompait. Je pensais que ça nous conduisait dans le mur. Nous y sommes. La voie que le Parti socialiste trace, je ne sais pas très bien quelle elle est, mais enfin, ce que j'en vois pour l'instant ne me paraît pas convaincant pour le pays. Et donc, nous traçons une autre voie. Nous, c'est-à-dire toute l'équipe qui m'entoure et tous ceux qui se retrouvent... Nous, c'est pas la Confédération centriste qui est en train de se mettre en place autour de Jean-Louis Borloo, Jean Arthuis, Hervé Morin. Les noms que vous citez, ce sont des hommes que je connais très bien. Ils ont choisi d'être ministres des gouvernements, de tous les gouvernements Chirac et de tous les gouvernements Sarkozy. Et s'ils avaient été choisis, ils y seraient encore. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir des responsabilités dans ces gouvernements. Ils n'ont pas été choisis, donc ils vont contre. Vous voyez bien que leur chemin, qui est de se rallier, d'être, comme ils disent, à l'intérieur de la droite, à l'intérieur de la majorité, ce chemin-là n'est pas le même que le mien. Je sais que beaucoup d'entre eux, un jour ou l'autre, des électeurs, des responsables, naturellement se retrouveront dans la famille politique redevenue libre et indépendante que nous formerons. Je ne les regarde pas avec détestation ou haine. Quelquefois, j'ai quelques souvenirs, mais ça n'a aucune importance. Ce que je sais, c'est que nous avons affaire ensemble, à condition qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la maison que nous construisons. On a compris. Alors vous avez vu Sarkozy cette semaine? Vous avez vu le président, le chef de l'État? Je sais qu'officiellement c'était pour parler, et j'en doute pas, vous avez dû en parler, du G8, du G20. Quand vous vous voyez, c'est opposant à opposant? J'ai lu l'autre jour que Alain Juppé disait des choses aimables sur moi, et il disait, mais je ne partage pas sa sarcophobie. Je n'ai aucune sarcophobie, au sens personnel du terme.
En revanche, je pense que les choix que Nicolas Sarkozy a faits et a incarnés pour notre pays sont des choix qui vont à l'encontre de ce qu'étaient les valeurs, l'histoire, la volonté de notre pays. Je pense que ces choix étaient dangereux et risqués, qu'ils étaient pour quelques-uns d'entre eux totalement improvisés et impulsifs. Je pense que ça n'était pas le rôle de la France que de recevoir M. Kadhafi avec le tapis rouge et de lui permettre de planter sa tente dans les jardins en face de l'Élysée, qu'il y avait là quelque chose d'une reconnaissance et d'une consécration. C'était pas le rôle de la France de le faire. Et donc, simplement, le jour où il dit, d'une certaine manière, comme un regret, je vais soutenir les opposants libyens, je trouve que je suis plutôt en accord avec lui. J'aurais préféré qu'il le fasse avec les responsables européens. Je pense que... Mais il a raison, apparemment, ce que vous dites d'être sur le fond. Alors on va voir ce que ça donne. Nous sommes un peu pris par le temps, mais nous avons entendu ce propos sur l'offensive diplomatique qui est en train d'être faite par la France. Mais malheureusement, je suis vraiment désolée, ces politiques est terminée. Vous savez que nous avons un sablier et ça y est, c'est terminé. Les opposants est une bonne inspiration. François Bayrou, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Les 2 dimanches qui viennent, pas de ces politiques pour cause de politique, justement, puisque ce sont les élections cantonales. Nous nous retrouvons donc le dimanche 3 avril à la même heure, 17h40, et sur la même chaîne, France 5.